Donc Maxence et Amaury, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter vos parcours, s'il vous plaît? Merci de nous interviewer. Donc, Amaury Cotin, je suis cofondateur de Spectral. Rapidement, mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'NCE à Évry, avec un parcours assez classique. Et en dernière année, Maxence et moi, on a fait la majeure entrepreneuriat, donc en commun avec l'IMT et qui du coup nous a permis pendant un an d'avoir des cours orientés entrepreneuriat et puis de monter notre projet, en l'occurrence Spectral. Voilà, donc avant ça, j'avais dirigé la junior entreprise de l'NCE pendant un an. Et puis, j'avais monté un petit projet entrepreneurial, le premier vrai gros projet étant Spectral. Et donc, voilà, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est sur Spectral, qui grossit très bien. On va vous en parler. Et pour moi, exactement pareil. Donc, je venais aussi de la même école qu'Amaury. On s'est retrouvés justement à l'IMT Starter un été, à commencer à travailler sur plein de projets différents, plein d'idées différentes. Et on s'est retrouvés juste après, du coup, l'année d'après, sur cette majeure entrepreneuriat, à travailler sur ces projets-là et à les écarter un à un jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun projet et de commencer à déblayer vraiment comment trouver un problème et créer une entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que fait Spectral? En gros, on est une entreprise qui crée un logiciel et qui vend un logiciel aux industries qui permet de guider et former les techniciens industriels sur le terrain. On crée de la réalité augmentée, on permet à tous les techniciens sur le terrain de créer cette réalité augmentée en quelques clics, très simplement. Vous avez démarré en tant qu'étudiant. C'est un projet assez high-tech, assez ambitieux, surtout travailler avec des clients dans l'industrie. Alors, comment vous avez démarré? Alors, premièrement, sur ce qui fait peur aux gens, c'est l'étude de marché. Comment est-ce que vous avez d'abord identifié que vous auriez des clients prêts à acheter votre solution? Souvent, ce qu'on disait avec Amaury, c'est sortir de chez soi. Et en gros, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner au tout début. C'est surtout pour les étudiants et au même titre qu'on était nous, c'est pas rester à ruminer son idée, à garder son idée secrète, à croire qu'on a la meilleure idée du monde, mais plus à aller sur le terrain, rencontrer des gens, rencontrer des techniciens. Pour nous, c'était le cas, ou rencontrer à l'époque, quand on avait plein d'idées différentes, on allait rencontrer des agriculteurs, on allait rencontrer des e-commerçants, on allait rencontrer des gens pour savoir s'ils avaient des problèmes, tout simplement. Donc, sortir de chez soi, première étape. Ouais, je pense que Maxence a dit le point qui est le plus important. Le plus important, c'est l'immersion. C'est vraiment, enfin pour nous, ça a été d'aller très très vite parler à nos interlocuteurs en passant la barrière du jargon, en passant la barrière des problématiques qu'on connaissait pas du tout. Et puis à force d'être avec ces gens, de parler avec ces gens, de déjeuner avec ces gens, de passer des journées entières avec ces gens et pas juste un coup de fil, on commence à saisir beaucoup plus, avec beaucoup plus de clarté, les opportunités et les problèmes qu'il y a dans un secteur précis. Donc, à partir du moment où on avait identifié, en l'occurrence, l'industrie comme un secteur très important, qui a une très grosse problématique de transmission du savoir-faire, là où notre solution s'applique précisément, il fallait retrousser nos manches et puis aller avec des industriels. Donc, on a passé des journées entières avec des techniciens d'Enedis, de Fiat, voilà, donc dans leurs usines où on s'incrustait, on restait le plus de temps possible avec eux. Et c'est devenu des amis en fait. Et c'est à force en fait de passer du temps vraiment avec ces gens-là, qu'on arrive à appréhender avec le plus finement possible les problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc clairement l'immersion à fond. Comment vous les aviez contactés au début? Voilà, on appelle le secrétariat, on dit voilà, on a une idée, on aimerait bien passer des journées avec vos techniciens. Comment on fait? On nous a posé la question récemment en plus. Mais en vrai, les gens, ils sont gentils, hein. Voilà. Genre, la plupart du temps, on arrivait, on se disait, on est deux étudiants, on veut montrer une entreprise, on aimerait discuter avec vous. Bon, déjà, le premier call, il se passe souvent. Bon, après, il faut faire un peu de masse aussi, hein. C'est pas juste en appelant le premier venu que le premier va te dire oui, je suis ton meilleur ami. Mais en appelant 100, 200, au final, tu te retrouves avec quand même pas mal de gens qui veulent discuter avec toi. Et puis de bout en bout, au final, tu finis par arriver sur le terrain avec lui et les personnes sont souvent très contentes de te présenter leur métier, hein. Ouais, les premiers touchpoints, on a eu des concours qui aident à rentrer en contact avec ces gens-là.
Et puis LinkedIn, c'est un outil qui peut être vraiment très utile pour pouvoir aller jusqu'au premier call dont parlait Max. Où là, ça peut être pas mal, parce qu'il y a une version notamment professionnelle de LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator, très concrètement, qui permet d'identifier assez finement des gens dans des boîtes. Bon, nous, on fait du B2B, donc ça va être très utile sur du B2B. B2C, il y aura d'autres outils, mais en B2B, c'est vraiment, vraiment pas mal parce que ça permet de rapidement rentrer en contact avec les gens pertinents. Il existe aussi des bots qui permettent d'envoyer des invitations pour pouvoir faire un peu de masse, justement, si en gros, c'est un peu long de le faire à la main. Voilà, c'est deux premiers leviers qui peuvent être utiles pour les premiers touchpoints. Et quand vous avez parlé de votre solution, vous avez recueilli des retours terrain. À quel point est-ce que ces retours ont influencé le développement de votre solution? Est-ce que ça a énormément évolué? Pas vraiment. Comment ça s'est passé au final après ces différents points de contact? Première solution, énormément. En gros, avec Amoré, on a toujours été alignés sur ne pas mettre de biais dans nos décisions sur la direction de l'entreprise, mais bien d'aller chercher un problème, de le prouver et d'y adapter une solution pour le marché. Et du coup, clairement, à chaque fois qu'on définissait de mieux en mieux le problème, ça changeait la solution. Et pour le moment, en tout cas, ça marche bien, cette méthode-là. Donc, d'aller bien comprendre le problème terrain et d'adapter au mieux la solution pour ce problème. Voilà. Donc oui, ça a totalement impacté, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué à faire pendant et après le développement, donc de faire tester par ces gens qui sont devenus vos amis, comme vous dites? Est-ce que ça a été du coup vraiment particulièrement utile en fait d'inclure ces clients bêta-testeurs dès le début? Complètement. Ouais, c'est toujours C'est le vraiment cas, très au utile. final. Ouais. La difficulté qu'on a quand même, c'est que c'est très utile dans un premier temps parce que c'est des gens du métier qui, du coup, peuvent avoir des retours très rapides. On peut les appeler au téléphone, on peut leur poser des questions tous les jours, ils répondent à toute heure. Enfin, c'est fondamental, un peu comme tous les early adopters, je pense, en tout cas dans ce métier. Mais la difficulté, c'est que quand on passe à l'échelle et qu'on vérifie justement un produit qui est très réplicable sur le marché, ces gens-là peuvent avoir le biais justement de l'ami qui vous veut du bien, quoi. C'est-à-dire que il peut être peut-être très sympa sur des problématiques du X par exemple ou de friction, etc. Où nous on a des gens dans plusieurs grands comptes qu'on pourra peut-être pas citer quand même, mais qui étaient tellement alignés qu'ils trouvaient toutes les excuses possibles à la solution. Meilleur que nous, commercialement, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ils vendaient mieux la solution que nous. Et quand il y avait la solution qui buguait, c'était toujours de leur faute et pas de la faute de la solution. On arrivait à ce stade d'alignement avec les premiers early adopters. Et du coup, quand on arrive à ce moment-là, là, du coup, il faut trouver d'autres techniques pour pouvoir récupérer des retours terrain débiaisés, pour pouvoir passer à l'échelle et avoir une solution qui a vraiment, vraiment pas de friction. Parce que sinon, on risque de s'aliéner justement avec un petit groupe de personnes très alignées, quoi. Et en l'occurrence, c'est quoi comme technique pour avoir ces retours non biaisés? Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais en gros, encore une fois, c'est faire plus de masse, on va dire, avec les utilisateurs. Déjà pour repérer les problèmes qui sont des problèmes, on va dire, énoncés par les utilisateurs. Donc, dans le but de faire un produit sur un marché, le but du jeu, c'est qu'il réponde à une problématique la plus grande possible et la plus forte en valeur ajoutée possible sur le marché. Du coup, si tu as 10 000 utilisateurs qui disent j'ai ce problème-là et ta solution ne répond pas, faut que tu réfléchisses à le faire, quoi, en simplifiant. Et après, il y a la deuxième couche qui est tous les problèmes que les gens n'arrivent pas à remarquer par eux-mêmes et que toi, tu dois remarquer pour eux. Et ça s'appelle l'UX, quoi. Et là, c'est un gros travail. Alors, parmi ces différents early adopters, est-ce qu'ils sont tous devenus clients? Aucun? Comment est-ce qu'ensuite ça s'est transformé au niveau des premières ventes? C'est vraiment une bonne question. Non, non, ils sont pas tous devenus clients justement. Et ça, c'est vraiment un problème, enfin un enjeu très important dans l'industrie et dans les grands comptes en général. C'est que là, les early adopters dont on parle, comme on parle du produit, c'était souvent des utilisateurs finaux. Donc, ça va être des techniciens, des opérateurs, des chefs d'équipe, mais des gens qui vont utiliser ou superviser l'utilisation du produit. Mais c'est pas eux qui achètent. Donc, on a passé énormément de temps avec des gens de plusieurs grands comptes qui nous ont aidés à améliorer le produit de manière très pertinente. Mais pour plein de raisons, on n'a toujours pas en gros contractualisé avec le grand compte en question, que ce soit des pilotes ou des déploiements, parce que les mécanismes de vente sont très très différents finalement des mécanismes d'amélioration du produit avec les early adopters. Donc en l'occurrence, non. Il y a certains de ces early adopters
qui en fait étaient des fake early adopters en quelque sorte, parce qu'ils nous ont beaucoup aidé à améliorer le produit, mais leur direction n'est toujours pas prête, ou en tout cas, on n'a pas trouvé les clés justement pour pouvoir faire partir le compte sur la solution. Est-ce que c'est parce que peut-être que vos interlocuteurs principaux étaient des opérationnels et non pas des décideurs, et qu'il fallait inclure les décideurs ou leur montrer davantage de résultats? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme retour d'expérience sur cette difficulté de transformer des essais qui ont l'air d'avoir été positifs par les utilisateurs, mais si derrière ils n'achètent pas, c'est qu'il y a un blocage en fait à un moment donné? Je pense que c'est tout un travail sur un marché de définir justement qu'est-ce qu'un prospect qualifié. Et en l'occurrence, je pense qu'on a fait dans le bon sens, c'est-à-dire de commencer par le terrain pour avoir des itérations le plus rapides possible sur ton problème et ta solution. Et après, définir correctement comment attaquer commercialement le compte. Et ça, c'est deux éléments qui sont totalement différents, quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, je pense que ce dont on parlait là, il y a 5 minutes, c'était surtout l'amélioration produit. Du coup, on a vraiment fait l'effort pour que ce soit utile sur le produit. Après, voilà, c'est plus une réflexion commerciale ensuite que d'intégrer des décideurs dans la boucle. Par exemple, le grand compte auquel on pense, Max et moi, où beaucoup d'utilisateurs terrain étaient très alignés, mais on l'a toujours pas lancé. C'est plus parce qu'ils ont décidé d'axer leur politique d'innovation sur une autre technologie phare, entre guillemets, en l'occurrence l'IA, plutôt que sur des technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle. Et donc, du coup, ça complexifie un petit peu les avancées des sujets pour des déploiements à grande échelle. Vous apportez une solution qui est sur la réalité augmentée. C'est quand même c'est une technologie qui, on va dire de pointe. C'est pas une mince affaire. On va dire. Est-ce que vous avez entendu au début, en fait non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Est-ce qu'on vous a un peu découragé, je veux dire, du côté des utilisateurs, et comment vous avez persévéré pour ignorer en fait ces retours? Je pense que nous, ça a été même encore pire. C'est pas, on n'a quasiment jamais eu de problème du côté utilisateur dans le sens c'est nul. On a très peu de dragons, comme on dit dans Personae, qui est vraiment une personne récalcitrante à ta solution. Par contre, c'est l'inverse et dans le mauvais sens, dans le sens où au tout début, la réalité augmentée était pas du tout, l'évangélisation de la réalité augmentée sur le marché n'était pas du tout faite, donc personne ne savait ce que c'était et on vendait plus de la magie qu'une solution. On vendait de la réalité augmentée, un truc qui fait waouh, plus de l'innovation en mode faire du marketing et faire des vidéos du point de vue de nos clients. Alors que nous, on voulait vraiment vendre une solution logicielle, quoi, avec une licence et des utilisateurs. Et ça a été la première barrière, je pense, côté utilisateur, qui a été de comprendre bien qu'il y a une différence entre l'effet wow de ta solution et vraiment la pertinence des gains pour le client. Mais au final, on a eu très peu de… On en a quelques-uns, on en a toujours des récalcitrants, mais on a eu très peu de récalcitrants. Et comment on a combattu ça? On a combattu ça par se dire c'est 1 sur 1000, faisons les 1000. Et si 90% des personnes qu'on a fait donc sur ces 1000 personnes nous disent c'est nul, c'est qu'il y a un problème. Du coup, il faut changer de solution ou changer de problème. J'ajouterais qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes de résilience qui est peut-être différent d'autres types de boîtes qui peuvent être lancées. C'est que, on lançait un produit de réalité augmentée. On est absolument intimement persuadé, et je pense que la plupart des gens le sont, en gros, que plus tard, il y aura des solutions de réalité augmentée qui bouleverseront complètement la manière dont les gens travaillent, dont les gens vivent. Alors, il n'y aura pas des gros casques sur la tête, hein, il y aura sûrement des lentilles, voire des implants, etc. Mais on sait qu'on va vers quelque chose qui va arriver. Donc, en fait, le sujet global n'est pas est-ce qu'on se trompe, c'est plutôt comment y aller de la meilleure des manières parce que aujourd'hui, justement, il n'y a pas encore des lentilles, il n'y a pas encore des lunettes, les gens ne sont pas forcément encore prêts, etc. Donc, on a aussi cette certitude de la finalité. Et donc, du coup, en termes de résilience, c'est facile parce qu'on est juste dans l'enjeu de comment adapter la stratégie pour pouvoir prendre les vagues le mieux possible, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que vous avez été trop en avance sur le marché? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine encore maintenant? Est-ce que, Maxence, juste tout à l'heure, tu mentionnais insister sur les gains pour le client versus l'effet wow. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé, en fait, d'insister sur ces gains dans le présent et pas dans 2 ans quand on aura des lentilles et des implants? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire? Ah oui, totalement. Clairement, de toute manière, une entreprise va t'acheter pour des gains. Donc, si elle ne t'achète pas pour un gain court terme,
elles t'achètent pour un gain soit que tu ne vois pas. Donc, au début, si tu arrives dans les pipes innovation et lab, on va dire un peu généraliste des boîtes, quelles qu'elles soient, bah, elles te payent soit pour faire des vidéos au final, et eux, c'est un budget marketing plus qu'un budget opérationnel, soit elles ont trouvé une valeur ajoutée vraiment à ta solution. Mais de toute manière, quand elles t'achètent, c'est qu'ils y voient un gain. Et le but du jeu, oui, pour toute entreprise, en tout cas pour nous, notre stratégie, c'est de faire des gains les plus court-termistes possibles. Parce que quand tu vends un logiciel et une licence, donc un SaaS, le but du jeu, c'est que nous, nos clients qui raisonnent à un budget d'1 an, c'est qu'à la fin de l'année, la licence leur ait fait gagner de l'argent. Comment est-ce que vous aviez fait, très concrètement, pour prouver ce ROI? C'est l'enjeu actuel, hein. C'est vraiment l'enjeu numéro un. Tu le disais tout à l'heure, on est un petit peu en avance sur le marché, clairement. On le savait au démarrage, dans la mesure où voilà, la réalité augmentée, c'est très jeune, c'est très immature. Enfin, très immature technologiquement, c'est mature, mais les gens, en gros, ne maîtrisent pas forcément les concepts de la réalité augmentée. C'est pas intégré dans le travail de tout le monde à chaque instant. Ça commence à l'être. Du coup, l'enjeu, c'est comme disait Maxence, c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui tous les jours, c'est de faire d'orienter un maximum le travail qu'on fait avec nos clients pour trouver des gains à court terme. Donc, comment on a fait l'approche qu'on a commerciale aujourd'hui, qui est beaucoup plus structurée qu'au début, évidemment, c'est on va faire des POC ou des pilotes le plus court possible avec des comptes. Donc, on a une solution qui est quand même assez simple avec l'effet waouh dont parlait Maxence, qui fait que très vite, les gens ont envie de tester. Donc, très facilement, on accède à des phases de POC ou de pilote pour pouvoir tester. Et ensuite, pendant ces phases de POC ou de pilote, c'est là où le vrai enjeu démarre. En fait, tout se joue ici. On a quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour les plus gros pilotes, où là, c'est vraiment très long, pour identifier des cas d'usage. Et là, on les classe en 2 catégories. Il y a les cas d'usage qui sont stylés, qui vont faire waouh, qui sont extraordinaires. On va réduire la formation à 0. Il n'y aura plus d'erreurs humaines, etc. Il y a énormément de potentiel, certes, mais qui sont difficilement chiffrables à court terme. Et tous les cas d'usage qui, eux, sont chiffrables à court terme avec un retour sur investissement qui peut être palpable dès la fin du mois. Et c'est ces cas d'usage-là sur lesquels on insiste pour prouver que la solution se rentabilise au minimum sur ces cas d'usage. Et tout le reste, on appelle ça des apports structurants et on le présente comme un bonus. Alors, un bonus non négligeable, hein. Ce bonus, ce sera ce sur quoi les entreprises, en gros, partiront demain. Mais en tout cas, ça permet aux décideurs industriels de se projeter avec une rentabilité financière d'un côté qui permet de justifier le fait qu'on parie sur les solutions d'avenir. C'est un peu la démarche qu'on fait. Ok, merci beaucoup pour ce retour. Avec plaisir.